Bonsoir à tous, merci de nous être fidèles. Tout de suite le sommaire de votre journal. Les flagrantes violations des droits de l'homme, mais particulièrement des enfants à Tindouf en Algérie, des crimes inadmissibles mis à nu par de nombreux militants des droits de l'homme à la 4e commission de l'Assemblée générale de l'ONU à New York. La médecine de famille, maillon incontournable dans le système de santé, la tutelle mise beaucoup sur la pratique pour en faire un allié dans la concrétisation de la couverture sociale pour tous. Reportage à suivre à Rabat. Et puis nous irons à Tanger à la découverte d'un endroit emblématique de la ville, Las Chicas, un concept store qui propose à ses visiteurs un savoureux menu, un univers de mode et de création et surtout une histoire qui se raconte comme dans un film et qui rend hommage à la transmission intergénérationnelle. Bonsoir, Sa Majesté le roi Mohammed VI Amir al-Mu'minin présidera tout à l'heure à la mosquée Hassan à Rabat après la prière d'Al-Maghrib de ce samedi 11 Rabi'a 1er 1444 de l'Hégire correspondant au 8 octobre 2022, une veillée religieuse en commémoration de Eid al-Mawlid Nabawi Sharif. C'est ce qu'annonce un communiqué du ministère de la Maison Royale, du Protocole et de la Chancellerie. Et à l'occasion de Eid al-Mawlid Nabawi Sharif de cette année 1444 de l'Hégire, sachez que Sa Majesté le roi Mohammed VI a bien voulu accorder sa grâce à un ensemble de personnes condamnées par différents tribunaux du royaume. Ces personnes sont au nombre de 672 et elles se présentent comme suit. Les bénéficiaires de la grâce royale qui sont en détention sont au nombre de 508 détenus, se répartissant comme suit. Grâce sur le reliquat de la peine d'emprisonnement ou de réclusion au profit de 10 détenus. Remise de la peine d'emprisonnement ou de réclusion au profit de 488 détenus. Commutation de la peine perpétuelle en peine à temps au profit de 10 détenus. Et puis les bénéficiaires de la grâce royale qui sont en liberté sont au nombre de 155 personnes se répartissant comme suit. Grâce sur la peine d'emprisonnement ou sans reliquat au profit de 61 personnes. Grâce sur la peine d'emprisonnement avec maintien de l'amende au profit de 15 personnes. Grâce sur la peine d'amende au profit de 72 personnes. Et grâce sur la peine d'emprisonnement et d'amende au profit de 7 personnes. Et en cette glorieuse occasion, sachez que Sa Majesté le roi Mohammed VI a bien voulu accorder sa grâce à des détenus condamnés dans des affaires d'extrémisme et de terrorisme. Cette bienveillance royale à l'égard de ces détenus qui n'ont obtenu l'approbation royale qu'après avoir officiellement exprimé leur attachement aux constantes et aux sacralités de la nation et aux institutions nationales, révisé leurs orientations idéologiques, rejeté l'extrémisme et le terrorisme. Ils sont au nombre de 9 personnes se répartissant comme suit. Grâce sur le reliquat de la peine d'emprisonnement ou de réclusion au profit de 5 détenus. Et puis remise de la peine d'emprisonnement ou de réclusion au profit de 4 détenus. À New York, la 4e commission de l'Assemblée générale de l'ONU, l'occasion pour la délégation marocaine prenant part à ces travaux, de mettre en avant l'indéniable dynamique socio-économique entreprise dans le Sahara marocain. L'occasion aussi pour les militants des droits de l'homme marocains, mais aussi ceux d'outre-Atlantique, de dénoncer au sein de l'organisation onusienne les graves violations des droits de l'homme constatées, répertoriées et puis racontées par les victimes dans les camps de la honte à Tindouf en Algérie. Nadia El-Moudden, Mouassassine Bilal Bouazaoui avec Mohamed El Shkar. Devant la 4e commission de l'Assemblée générale de l'ONU, l'organisation Teach Children International s'est insurgée par la voix de sa présidente, Nancy Hoff, contre les conditions de vie des populations séquestrées dans les camps de Tindouf. Situation qu'elle compare à un mouroir à ciel ouvert en raison du détournement systématique des aides internationales destinées à ces camps de Tindouf dans l'ouest algérien.
Des années durant, depuis mon premier voyage à Tindouf en 1999, j'observais chaque année jusqu'en 2007 la disparition des aides humanitaires et la vie de misère totale qui était imposée à la population civile par les milices. J'avais honte de moi qui déployais des efforts pour la collecte des aides. Je me sentais malheureuse que ces aides ne profitent pas aux populations et aux enfants de Tindouf. Les pétitionnaires ont justement dénoncé l'embrigadement des enfants sahraouis dans l'ouest algérien par les milices armées du Polisario, en violation flagrante du droit international et du droit humanitaire. La situation des enfants soldats dans les camps de Tindouf nous interpelle tous. C'est une affaire très grave, condamnable. Ces enfants doivent recevoir leur éducation dans un environnement affranchi du contrôle de la milice séparatiste du Polisario, loin des conditions incertaines et dangereuses auxquelles ils sont soumis en tant qu'enfants soldats. Pour les pétitionnaires, il est temps de mettre en œuvre le plan marocain d'autonomie pour l'avenir justement de ces enfants et pour la paix dans toute la région. J'ai pris conscience de la véritable situation et dès 2007, j'ai quitté mes activités d'aide humanitaire et j'ai commencé à concentrer mes efforts sur le soutien à l'initiative d'autonomie proposée par le Maroc. C'est un bon plan sur la table pour une réelle solution. Ces travaux de la 4e commission de l'ONU ont été l'occasion pour de nombreux pétitionnaires d'expliquer l'importance du plan d'autonomie proposé par le Maroc. Ma pétition était sur le plan d'autonomie marocain et je suis constitutionnaliste et donc je connais assez bien le droit comparé constitutionnel et j'ai étudié le plan d'autonomie et j'ai vu que c'est un plan vraiment sérieux, donc ça donne vraiment des pouvoirs à la population sahraoui, donc c'est vraiment comme demandé par l'ONU, un plan sérieux qui comparé avec d'autres formes de régionalisation et d'autonomie dans le monde. Ce que j'ai dit à l'Assemblée, au comité, c'est qu'en fait on a un changement de phase. Le Maroc avait déjà fait des modifications très importantes au niveau de l'Union africaine, au niveau des rapports avec les autres pays. Et là on voit qu'il y a un changement de phase au niveau international. Il y a beaucoup plus de pays qui reconnaissent ce travail, qui reconnaissent ce plan d'autonomie. Le développement est effectif. Développement effectif et palpable, comme en ont témoigné d'autres pétitionnaires à la tribu de cette 4e commission. J'ai visité plusieurs fois le Sahara du Maroc. J'ai pu me rassurer du développement de cette région par Sa Majesté. J'ai discuté plusieurs fois avec les populations, les élus qui aujourd'hui adhèrent à cette proposition et qui sont très satisfaits des investissements des autorités marocaines dans cette région-là. Je suis très heureux d'avoir pu m'exprimer devant la 4e commission pour expliquer à l'honorable Assemblée toutes les garanties démocratiques offertes par le Maroc lors des derniers scrutins, des dernières consultations, notamment les scrutins de septembre 2021, qui ont vu plus de 60% de participation. Et une des meilleures d'ailleurs performances de l'ensemble du Maroc. Et souligner aussi les garanties au niveau des droits de l'homme. Le plan d'autonomie soutenu par de nombreux pays à travers le monde constitue désormais la solution idéale et unique pour la résolution du conflit artificiel suscité autour de la question du Sahara marocain. En parallèle avec la généralisation de la couverture sociale, le Maroc aspire à développer la médecine de famille. L'ambition est en fait aujourd'hui de faire en sorte que chaque médecin de famille prenne en charge entre 300 et 400 personnes. Mais la réalité est tout autre. Le nombre de ces spécialistes est déjà assez limité. Et puis la filière est inexistante dans nos facultés de médecine. Mais sur le terrain, certaines familles sont depuis plusieurs années déjà fidèles au même médecin généraliste. Un atout en fait de taille vers la concrétisation des ambitions de la tutelle. À Rabat, le reportage de Samiras Ben, Zakaria Moqin Billah et Nisril Hamdaoui. Nous sommes au cabinet d'un médecin généraliste de la capitale.
Depuis des années, ces patients consultent en priorité leur médecin traitant pour tout problème de santé. Praticien de proximité, le médecin traitant ou de famille assure un suivi personnalisé. Au fil des années, une véritable relation de confiance s'est installée avec les patients. Je pense que c'est une bonne chose d'avoir un médecin traitant. Cela peut faciliter les services de soins. Le médecin de famille est le plus apte à connaître les problèmes de santé ponctuels ou héréditaires qui existent dans une famille. Personnellement, je consulte toujours un médecin généraliste en premier. C'est le cas dans ma famille et chez mes grands-parents. Chez les personnes âgées, le rôle du médecin de famille est particulièrement important. Un rôle appelé à se renforcer avec la mise en œuvre de la réforme du système de santé national. Principale nouveauté, le respect du circuit de soins avec le passage en premier lieu par les établissements de soins de santé primaires ou par un médecin généraliste. Trop souvent, le malade se perd entre les médecins et les spécialistes. C'est pourquoi il est préférable de s'orienter d'abord vers le médecin traitant. Plus de 80% de cas peuvent être pris en charge à ce niveau. Au cas où le patient a besoin d'une consultation chez un spécialiste, il pourra alors être orienté chez le bon praticien. Le Maroc dispose d'environ 13 000 médecins généralistes, un chiffre bien faible en comparaison avec le nombre de la population. L'ambition aujourd'hui est d'avoir un médecin traitant pour 300 ou 400 habitants, avec l'objectif d'améliorer les conditions de prise en charge des patients et de réduire les coûts inutiles. Santé toujours, braquons à présent les projecteurs sur les campagnes de dépistage du cancer du sein et du col de l'utérus. Tout ce mois leur est consacré. Octobre Rose, ce sont 4 semaines de sensibilisation et de consultation gynécologique gratuite au profit des femmes concernées. Reportage au centre de santé Al-Messiera de Marrakech avec Nissari El-Hamdaoui et Hassan Mskour. Ces femmes ont entendu parler de cette campagne de dépistage du cancer du sein et du col utérin. Sans aucune hésitation, elles ont accouru au dispensaire le plus proche, le centre de santé El Messiera à Marrakech. Toutes ont atteint l'âge cible d'exploration de cette forme de cancer. Lorsque la femme atteint l'âge de 40 ans, elle est appelée à effectuer des contrôles chez son gynécologue tous les 6 mois. C'est l'occasion aujourd'hui pour nous de nous faire dépister dans le cadre de cette campagne gratuite. Je suis là pour bénéficier de cette campagne de dépistage gratuite. Car lorsqu'on détecte à temps un cancer, le traitement devient moins lourd et meilleures sont les chances de guérison. En cette période d'Octobre Rose, les autorités sanitaires s'activent pour conscientiser les femmes quant à l'importance vitale du dépistage précoce qui permet de sauver des vies. Nous organisons une campagne de sensibilisation et de dépistage du cancer du col utérin. Et en cas de détection d'une tumeur, nous transférons la patiente au service spécialisé pour engager une bonne prise en charge. Nous réalisons également des mammographies, qui est l'examen de référence du cancer du sein. Le but étant de réduire le nombre de cas atteints de ces types de cancers, car l'incidence de ces pathologies est en hausse. La tranche d'âge ciblée par cette campagne de dépistage, entre 40 et 69 ans pour le cancer du sein et entre 30 et 49 ans pour le cancer du col utérin. L'objectif est de réduire le nombre de décès occasionnés par ces formes de cancer. Selon les données du registre des cancers, les cancers du sein et du col utérin représentent respectivement 38,1% et 8,1%. Actualité des partis politiques au Maroc, c'est Abd Samad Archen qui a été réélu aujourd'hui à Salé au poste de secrétaire général du mouvement démocratique et social à l'issue du 5e congrès national de ce parti.
Ma thèse en 180 secondes, un concours international de vulgarisation scientifique ouvert aux doctorants francophones du monde entier, et il a été remporté par une Marocaine. Elle s'appelle Jihan Kenfaoui, elle est doctorante à l'université Mohamed Ben Abdallah de Fès. La thèse de notre concitoyenne a été sacrée coup de cœur du public pendant la cérémonie de remise des prix qui s'est déroulée à Montréal au Canada. La thèse doctorale de Jihan Kenfaoui est consacrée au diagnostic phytosanitaire de la vigne au Maroc, extrait de la cérémonie de la remise de prix. Le prix coup de cœur du public. Jihan Kenfaoui de l'Université de Fès au Maroc. Trouver un trésor, c'est votre rêve à vous tous. Le mien, je l'ai déjà trouvé. Et c'est la mère nature qui me l'a offert. Il s'agit de la plante fruitière la plus cultivée au monde depuis 7000 ans. Je parle de la vigne. Au Maroc, le secteur vitivinicole garantit 7,2 millions de journées de travail par an, soit 30 500 emplois permanents. Toutefois, cette vigne est sujette à une panoplie d'agresseurs. Au cours de ces dernières années, nous avons assisté à la recrudescence d'une nouvelle infection parasitaire touchant le bois de la vigne, communément appelée maladie du bois. Le titre de sa thèse, prospection et diagnostic de l'état phytosanitaire de la vigne au Maroc et élaboration de méthodes de lutte alternatives. Sport futsal, la sélection marocaine de futsal a tenu bon et décroché un nul blanc face à son homologue brésilienne. Match amical disputé hier devant près de 3500 supporters brésiliens à Brusque, une petite ville de l'état brésilien de Santa Catarina. Les hommes de Hicham Guig n'ont pas démérité, offrant un spectacle à couper le souffle devant les quintuples champions du monde qui comptent dans leur rang de grandes vedettes de la discipline. Le grand format de ce journal nous emmène à Tanger, aux portes de la Casbah. Ce soir, nous allons vous raconter l'histoire d'un endroit de toute beauté. J'ai nommé Las Chicas. Derrière ce concept store ouvert il y a 12 ans déjà, 3 femmes talentueuses rassemblées par l'amour de l'art et de la création aussi. Las Chicas est la bonne adresse pour les bouches gourmandes, les férus d'accessoires de mode, mais pas que. C'est aussi un endroit aux 1001 secrets, un lieu où l'écho du passé résonne encore en caressant l'intensité du présent. Je vous laisse tout de suite découvrir tout cela dans ce reportage signé Nissal El Hamdaoui, Asma Tazi et Othman Tazi. Nous avons beaucoup entendu parler d'elles aux portes de la Casbah à Tanger. Nous y sommes. Elles sont, elles aussi, là pour nous. Bonjour. Bonjour. Marhaba, bienvenue à Las Chicas. Merci. Derrière ces tonalités espagnoles, une affaire de filles bien dans leurs vêtements, dans leur tête aussi. Donc là, on a l'espace Las Chicas. La mode et la création sont leur tasse de thé. Et on a un atelier, on fabrique tout à Tanger. 12 ans maintenant que Aïda et Yasmine se sont embarquées dans cette aventure. Un concept store qui fait la part belle au prêt-à-porter chic des créateurs marocains. Comme dans ces gilets que les hommes aiment beaucoup, ou femmes, voilà, avec toujours la sfifa. Et au beau milieu de ce décor cosy, surgit la touche des chicas. Elle est à l'image de l'univers des deux amies, fantaisistes. Aïda est costumière de cinéma et Yasmine, créatrice de bijoux pour de grandes maisons de mode parisiennes. On m'a apporté le plateau, les filles, pour que je fasse la sélection. Mais ce qui est encore plus attrayant dans cette histoire de complicité créative, c'est bien l'écrin qui révèle l'esprit des chicas. La maison familiale de la grande cinéaste Farida Beliazid, la mère de Aïda. C'est la maison où a grandi ma mère, et donc ta fille. Et ma fille est née ici aussi. Et donc on n'a pas l'impression d'être dans une boutique, plus dans une maison où on reçoit les gens et
Et les gens rentrent, ils sortent et on discute. Ça peut être juste un moment de partage. On y est bien. Finalement, comme Thelma et Louise, l'aventure nous a amenés à finalement rénover cette maison de famille, de Aïda, et en faire ce concept store dans lequel on se sent bien. Oui. Vous savez que j'ai l'impression de parler à une seule personne parce que vous vous complétez à mourir. C'est comme si je parlais à une seule personne et je complète l'autre, donc l'une est le prolongement de l'autre. C'est vrai. On est très très synchro avec Aïda. Des fois on s'habille de la même couleur ou des mêmes habits. La même couleur. On arrive le matin, on a la même robe. Ce matin, je lui ai rien dit, je suis en noir et blanc, elle est en noir et blanc. Alors, pour un univers de couleurs, c'est vrai qu'aujourd'hui, on n'est pas très représentatif. Là, on est plutôt très zen attitude. Nos chicas ne seraient pas au complet sans elle. C'est un sujet que nous allons retrouver donc demain pour la deuxième partie. C'est la fin de ce journal. Merci d'avoir été des nôtres. À demain, toujours avec grand plaisir. D'ici là, portez-vous bien.